Scène 6, take 2, roll 2. À quel âge as-tu débuté la compétition? J'ai débuté la compétition, j'avais 11 ans et j'ai été aux Jeux de Montréal pour ma région, qui était région 5. J'habitais à cette époque-là à Cartierville. En athlétisme, 100 mètres, 4 fois 100 mètres, son hauteur puis son longueur. J'ai fait ça 2 années consécutives et après ça, je me suis plus concentré dans le soccer, le basket. Quel a été ton premier sport? Mais je peux dire que ça a été comme un trio parce que j'ai commencé à jouer au hockey en même temps que de faire de l'athlétisme parce que j'aimais ça. Puis il y en avait beaucoup à l'école à l'époque, puis aussi du handball. Quels sont les sports que tu as pratiqués? Et c'est plus facile de dire que les sports que j'ai pas pratiqués, comme tous les sports motorisés, les sports dispendieux comme le polo, le saut en parachute, course moto, course auto, tous ces sports-là qui sont pas vraiment accessibles à tout le monde. Il y a beaucoup à apprendre après une défaite. Quelle leçon en as-tu tiré? Il faut toujours faire une forme ou démontrer une forme d'humilité, peu importe le succès que tu as dans ta vie, personnelle, professionnelle ou sportive, il faut rester humble en tout temps. Quelles sont les victoires que tu retiens le plus? Les victoires que je retiens le plus, c'est les victoires de la vie. C'est le fait que je poursuis toujours mes rêves. Moi, je suis une personne, j'ai besoin de chasser quelque chose, de pourchasser quelque chose pour donner un sens à ma vie. Quel trait de ta personnalité est prédominant? La persévérance, j'ai ce qu'on appelle very thick skin. La persévérance, c'est comme la résilience, je pense que je pourrais en vendre. C'est la persévérance et la résilience qui font de moi la personne que je suis. Parle-nous de ta vie professionnelle. Bon, moi, je suis entraîneur, ça fait 14 ans. Les 2 premières formations que j'ai prises, entraînement fonctionnel et alimentation sportive 2, ce qui veut dire nutrition hormonale, ça c'était en 2011. Depuis là, j'ai 2 diplômes dans le domaine. J'ai été à Taft College et 16 certifications. Quels sont les objectifs de mise en forme les plus courants chez vos clients? La perte de poids, ce qui veut dire un entraînement de full body, ce qui veut dire des circuits d'entraînement, des hits, des bootcamps. Un full body workout, la plupart de mes clients, c'est ça qu'ils aiment. Comment adaptez-vous les programmes d'entraînement en fonction des saisons au Québec? Il n'y a pas d'adaptation en fonction des saisons parce que si tu dois t'adapter en fonction des saisons, je suis pas vraiment un amateur d'entraînement à l'extérieur ou d'entraînement dans les parcs. Donc, je suis toujours en train de m'entraîner dans des gyms, entraîner mes clients dans des gyms aussi. Quel conseil donnez-vous pour rester motivé pendant l'hiver lorsque l'envie de l'exercice peut diminuer? L'envie de l'exercice va toujours diminuer. On va toujours avoir envie de ne pas y aller. La persévérance ne va pas toujours être là. La motivation ne sera pas toujours là. Mais je pense qu'en hiver, c'est la période que tu devrais plus te concentrer sur le gym parce qu'en hiver, il n'y a pas grand-chose à faire. Il fait noir plus tôt. Donc, tu peux plus te dédier à l'entraînement. Quelle est l'importance de l'alimentation dans un programme de musculation? Avez-vous des recommandations spécifiques pour les Québécois? L'alimentation est numéro 1 dans un programme d'entraînement. L'alimentation, le sommeil et l'entraînement. En règle, 1, 2, 3. Il faut bien manger. Il faut éviter la malbouffe. Il faut surveiller qu'est-ce que tu manges. Il faut bien dormir pour bien récupérer physiquement et psychologiquement pour pouvoir avoir un entraînement optimal. 3e position, le gym, la salle d'entraînement. Donc, exemple, si tu manges de la malbouffe, tu dors 4 à 5 heures par soir, mais tu viens au gym 7 fois par semaine, est égal à 0. Comment gérez-vous les blessures ou les douleurs chroniques chez vos clients? Je vais prendre un exemple sur moi. Pendant plus d'1 an, j'avais des douleurs au triceps brachis. Puis c'était vraiment douloureux. Quand je frappais mes coudes, là, ça vibrait. Donc, j'ai dû éliminer certains exercices, réduire la fréquence de l'entraînement. Puis, pourquoi j'ai dû réduire les exercices? Pour éviter d'augmenter l'inflammation ou d'augmenter l'irritation. Parce qu'il y a certains exercices qui m'irritaient ou qui me faisaient mal, mais je continuais à les faire. Quels sont les équipements de musculation les plus efficaces à avoir chez soi? Je dirais les kettlebells. C'est universel, qu'on pourrait dire les kettlebells, les dumbbells, puis une barbell bar. Vite, sans nécessairement avoir des poids, puis des booty bands. Comment évaluez-vous la progression de vos clients?
selon leur niveau de conditionnement physique à leur arrivée. Leur arrivée quand j'ai commencé à leur offrir le service, où est-ce qu'ils sont rendus maintenant. Exemple, j'avais une fille qui a commencé à s'entraîner avec moi. Elle faisait des circuits de 4 exercices. Elle s'est rendue jusqu'à 12 exercices par ronde. Puis elle était capable de faire 5 rondes. Y a-t-il de tendances actuelles en fitness au Québec qui vous intéressent particulièrement? Pas du tout. J'ai jamais embarqué dans des bandwagons. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'allais faire une formation Zumba pour avoir ma certification. J'ai failli rire dans sa face. Il faut jamais embarquer dans les gimmicks. Comment incorporez-vous le cardio dans un programme de musculation? Moi, comment je le fais? Comme beaucoup de mes clients, ils n'aiment pas s'entraîner sur des machines, peu importe la machine. Donc, moi, mon cardio, je fais à peu près 20 à 30 km de vélo à chaque semaine. Ce qui me donne, si je vais au gym 4 fois, ce qui me donne minimum 5 km par journée d'entraînement. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui débute en musculation? De prendre son temps, d'aller tranquillement pour éviter les blessures, de bien manger, de bien dormir, puis de suivre la tarte ou la pyramide d'entraînement qui est nutrition, sommeil et entraînement. Puis toujours sortir de sa zone de confort pour avoir des résultats. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées par votre salle de sport pendant la pandémie? Toutes les salles ont dû fermer. Les fermetures de gym, surtout, il y a eu des fermetures de gym qui a créé des changements de comportement, des changements d'habitude, qui a créé une pression. Déjà, être entraîneur, c'est une entreprise qui requiert que tu fais toujours de la rétention. Ce que je veux dire par rétention, il faut toujours que tu amènes des nouveaux clients ou tu développes le marché ou tu fais un genre de publicité pour tes services soient disponibles à plus de clients possible. Comment la fermeture des salles a-t-elle affecté vos clients et leur motivation à rester actifs? Sans côté, ça a affecté les clients, mais ça a affecté les entraîneurs. Ça a affecté certains clients mentalement. Parce que, logiquement, l'être humain n'est pas fait pour être isolé. Donc, il y a eu une période d'isolement. Ça a démotivé les clients, point de vue aussi résultat. Parce qu'on s'entend que quand les gyms étaient ouverts, la clientèle était très hésitante. Avez-vous observé un changement dans les types d'entraînement ou d'activités que les gens préfèrent depuis la pandémie? Pas vraiment. Le seul changement que j'ai remarqué, c'est que les gyms ont réouvert en 2022. Puis ça a pris 1 an avant que certains clients enlèvent le masque. Ce qui était très néfaste pour la santé. J'ai vu où je voyais des clients s'entraîner masqués. Très néfaste pour la santé. Quelle adaptation avez-vous dû mettre en place pour répondre aux besoins des clients pendant les périodes de restriction? Aucune, j'avais pas de gym. Comment la pandémie a-t-elle impacté les revenus des salles de sport et des entraîneurs personnels? Oh, ça a très impacté. Écoute, il y en a qui ont profité pour s'enrichir, faire de l'argent, mais je pense qu'aujourd'hui, cet argent-là est parti. Mais impacté, exemple, moi, j'ai dû aller travailler chez Bixi Montréal en tant que mécanicien de vélo parce qu'il n'y avait pas de revenus. Puis, sans côté, c'était une des seules places qui était ouverte. Avez-vous noté une augmentation de l'intérêt pour les cours en ligne ou virtuels? Comment cela a-t-il affecté votre approche d'entraînement? Au début, le monde aimait ça. Mais je dis tout le temps, le contact humain est nécessaire dans ce business-là. Tu dois avoir une relation avec le client. Ça va l'aider, ça va t'aider aussi en tant que personne. Ça va l'aider en tant que personne, ça va l'aider aussi à avoir des meilleurs résultats ou des résultats optimaux. Exemple, Peloton. Durant la pandémie, ils ont fait des profits, des bénéfices records en vendant des treadmills. Mais la tendance que le monde, il restait à la maison est finie. Là, ce qui arrive, c'est que Peloton a effectué des tonnes de mises à pied, être présentement en position de faire faillite, malgré qu'il y a des commerciaux encore de ce genre d'équipement. Mais le problème là-dedans, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de changer les habitudes trop vite. Puis, c'est difficile de dire aux gens de s'entraîner à la maison tout seul,
devant un écran, c'est pas possible. Quelles leçons pensez-vous que l'industrie du fitness peut tirer de cette crise pour l'avenir? L'entraînement en ligne, c'est pas quelque chose qui est là pour rester. On peut en faire, on peut en incorporer. Exemple, moi, si j'ai 15 clients, il y a 3 clients qui décident de s'entraîner seulement virtuellement, pas de problème. Mais j'ai besoin d'avoir le contact avec les 12 autres pour être sûr que je peux avoir un suivi, je peux voir les résultats, je peux voir les impacts psychologiques et physiques que l'entraînement a sur ce client-là. Comment évaluez-vous l'impact psychologique de la pandémie sur vos clients et leur engagement dans le fitness? Comme j'ai dit, beaucoup de gens ont tombé dans des dépressions. Il ne faut pas oublier, il y a quelques années, la première page, je ne dirais pas son nom, d'un journal disait 13 millions de prescriptions. On était une province de 7,5 millions de personnes. Il y avait quasiment le double des prescriptions. Puis sur ce 7 millions-là, calcule, il y a des enfants, il y a des bébés qui ne peuvent pas prendre des médicaments. Donc c'est sûr, si les médias s'amusaient à mettre le taux d'infection, de mort, puis dessus, il y a des gens qui avaient déjà des problèmes mentaux. Il y avait des gens qui étaient borderline. Il y avait des gens qui étaient bipolaires. Donc, il y a des gens qui sont restés avec les séquelles de cette histoire-là. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour reconstruire la confiance des clients et les inciter à revenir? Tu ne peux pas reconstruire la confiance d'un client, surtout s'il a été victime d'une campagne de peur, d'une campagne mensongère qui l'a fait comme hypnotisé dans la peur. Il y a beaucoup de gens qui avaient vraiment peur. Donc, c'est avec le temps que les gens ont commencé à reprendre les anciennes habitudes qu'ils avaient. Quels défis pensez-vous que l'industrie devra encore surmonter dans les années à venir en raison de cette crise? Rebâtir l'industrie, parce que là, l'industrie, point de vue, pour les petits gyms indépendants, il n'y a pas d'argent à faire, point de vue pour ces gyms-là. Puis pour les autres gyms, genre les clubs privés, c'est seulement les grosses chaînes qui ont pu survivre cette période-là. Donc, il faut rebâtir encore l'industrie. Quelles sont les tendances actuelles en matière de fitness au Québec? Les tendances. Il n'y a pas vraiment de tendance. Comme j'ai dit, notre industrie, on doit la rebâtir. Donc, les tendances sont pas vraiment une chose qui est primordiale. Il faut tout d'abord rebâtir l'industrie du fitness au Québec. Après ça, on va penser à créer des tendances. Comment le climat québécois influence les routines d'entraînement? Le climat québécois ne peut pas vraiment influencer les routines d'entraînement. On n'est pas comme l'entraînement à Venice Beach, exemple. Venice Beach, c'est en Californie. Venice Beach, il y a beaucoup de gyms externes. Mais ici, ils n'ont pas ce concept-là. Donc, l'entraînement se fait à l'intérieur. Ça n'a pas d'impact direct sur l'entraînement. Quel type de programme d'entraînement recommandez-vous pour les débutants? Moi, je recommandais un programme de mise en forme ou de remise en forme. Ce que je veux dire par là, circuit training, HIIT ou full body workout. Comment adaptez-vous les entraînements pour les personnes de différents âges en AIT, niveau de forme physique? Premièrement, il faut toujours que je vois le niveau de conditionnement physique de chaque personne. Ce que je veux dire par là, il y a une personne qui va venir qui va être capable de lever 10 livres. Il y a une personne qui va venir qui va être capable de lever 20 livres. Donc, basé sur ça, c'est sur ce jugement-là que je me base pour pouvoir établir quel programme ou quel entraînement que je vais leur donner. Quels sont les meilleurs exercices pour renforcer le corps pendant l'hiver? Les exercices, surtout de dos, pour avoir un dos solide au cas où il y a des chutes. Il faut squatter beaucoup. Il faut faire beaucoup de push-ups. C'est important d'être capable de manipuler le poids du corps. Ce qui veut dire push-up, chin-up, pull-up. Ces choses-là, ces exercices-là sont très importants pour aussi la dextérité et la flexibilité. Quelles ressources ou événements de fitness recommandez-vous dans la région? Comme je vous ai dit, de nos jours, il y a Econo Fitness, World Gym, Gold Gym, puis Orange Theory. C'est ces 4 gyms-là qui existent présentement. Oui, il y a des clubs privés, mais
c'est des clubs privés. Comment maintenir la motivation pendant les mois les plus froids? Moi, je m'entraîne plus durant l'hiver, justement parce qu'en hiver, il fait noir plus tôt, il y a moins de choses à faire, puis le corps est plus optimal à un entraînement en hiver parce qu'il est plus agressif durant cette période-là. Quel conseil donneriez-vous pour une alimentation équilibrée au Québec? Premièrement, quel conseil je donnerais? C'est beau de prendre des protéines, mais il faut trouver les protéines dans la nourriture, des protéines naturelles. C'est beau de prendre des protéines, mais il faut que les gens sachent que les protéines générées, c'est bon, mais il faut tout d'abord bâtir sur des protéines naturelles trouvées dans la nourriture. Qu'est-ce que je dis par là? J'ai commencé à m'entraîner en 1990. La première fois que j'ai pris de la protéine, on était en 1996. Donc, il faut absolument bien manger puis trouver sa protéine naturellement après penser à la supplémentation. Comment gérez-vous les blessures chez vos clients? Moi, exemple, on baisse la fréquentation, on baisse l'exercice lui-même. On essaie d'éviter un exercice ou des exercices qui va plus irriter ou qui va créer un genre de friction. Puis tout ça est comme il y a un suivi qui est fait pour être sûr que la personne ne s'en va pas dans un pattern. Quelle certification ou formation recommandez-vous pour ceux qui souhaitent devenir entraîneurs? Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aller chercher la certification musculation. Moi, je pense que la première certification devrait être entraînement fonctionnel ou un HIIT ou un bootcamp. Pourquoi ça? Parce qu'au début, c'est important que n'importe quelle personne qui commence à s'entraîner fasse ce qu'on appelle soit une remise en forme, soit une mise en forme. Après ça, on va passer à conditionnement physique, puis après ça, on va faire de musculation. Tendance spécifique observez-vous chez la génération Z en matière de fitness au Québec? C'est pas vraiment des bonnes tendances. Comme j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui aiment ça venir au gym comme si c'était une piscine ou une plage. J'ai remarqué aussi la tendance de porter des gros jogging et des gros hoodies, puis quelques minutes plus tard, se tourne, la fille est presque nue. C'est pas des bonnes tendances, ça. Parce que, pourquoi c'est pas des bonnes tendances? Dans les gyms, il va toujours avoir des cons, des hommes qui ne savent pas se comporter. Et ces hommes-là, on ne peut pas se mettre le fardeau en tant que jeune fille de contrôler ce qu'ils vont penser ou leur comportement. Donc, c'est pour ça. Comment la technologie influence-t-elle les habitudes de fitness des jeunes d'aujourd'hui? Je vois beaucoup de jeunes qui ont des montres d'entraînement. Je vois beaucoup de jeunes qui ont des applications d'entraînement. Je vois beaucoup de jeunes sur leur téléphone. Il y en a qui ils font des réseaux sociaux, mais il y en a qui sont sérieux. Moi, j'ai une application sur mon téléphone pour mon GPS quand je fais du vélo qui s'appelle Strava. Strava va te donner la distance, l'heure, le nombre de temps, le nombre d'arrêts, puis va exactement te donner la topographie de la carte. Quel type d'activité physique semble le plus attirer la génération Z? Présentement, je dirais beaucoup le gym. Puis on parle d'un gym comme Econo Fitness ou World Gym qui sont pas chers, donc ils sont très attirés par ce genre d'activité-là. Il y a aussi un côté social. Écoute, moi, je préfère avoir les jeunes dans un gym que dans la rue. Comment les préoccupations environnementales et sociales de la génération Z impactent leurs choix en matière de santé et de fitness? Moi, je dirais, c'est important d'aller au gym, peu importe là, mais on va parler des jeunes. Pourquoi c'est important? Parce que, first of all, ça va te permettre de sécréter les endorphines. Les endorphines, qu'est-ce que c'est les endorphines? Les endorphines, c'est une hormone qui, à chaque fois que tu sors du gym, qui te donne du plaisir, qui te fait sentir comme si tu es heureux, qu'il s'est passé quelque chose de génial. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Pourquoi tu as besoin de sécréter ça? Ça va te permettre d'éviter ce qu'on appelle peer pressure. Parce que quand tu es jeune, quand tu es adolescent, quand tu es dans la Gen Z, il y a ce qu'on appelle te faire accepter par le groupe ou par ton environnement. C'est beaucoup de pression. Donc, c'est nécessaire d'aller au gym parce que, sans compter, ça va t'aider physiquement, mais ça va t'aider aussi mentalement. Puis c'est une bonne habitude que tu vas développer. Quand tu auras mon âge, ça va rester. Quelle stratégie utilisez-vous pour motiver les membres de la génération Z à s'engager dans une routine? Je ne sais pas vraiment parce que j'ai pas de clients
Gen Z. Bien, j'ai des gens que je parle au gym puis que je donne des conseils, mais si je donnerais un conseil à toute la Gen Z, arrêtez d'aller manger au McDo, Burger King, IW, Wendy's. Ces gens-là, ils sont pas vos amis, ils veulent pas du bien de vous. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que vous vous empiffrez jusqu'à temps que vous ayez des problèmes. Après ça, vous embarquez sur la médication. Don't do it. Y a-t-il des différences dans la façon dont la génération Z et les générations précédentes abordent le fitness et le bien-être? La génération Z, là, je vais vous passer un petit message. Quand vous finissez d'utiliser une machine, replacez vos poids. C'est marqué dans toutes les affaires sur le gym. Il faut replacer vos poids. Puis deuxième, les filles qui viennent en pom-pom short, en legging, en whatever, your choice. Tu finis d'utiliser une machine, la sueur de ton affaire va rester sur la machine. S'il te plaît, essuie-la, OK? Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent intégrer le fitness dans leur mode de vie de manière durable? Quel conseil que je donnerais? Je dirais, on dit souvent que les mauvaises habitudes restent, mais les bonnes habitudes aussi restent. Puis pourquoi je dis ça? Avec le temps, la vie va ralentir. Qu'est-ce qu'il va avoir à faire? Qu'est-ce qu'il va avoir de plus important que de prendre soin de sa santé? Moi, je pense que durant la COVID, c'est ça qui m'a gardé sain physiquement et mentalement aussi, parce que ça m'a prouvé que je faisais quelque chose de bien. Quelle initiative pourrait rendre la salle du sport plus accessible aux différents groupes d'âge et niveaux de conditions physiques? Bon, je pense que, point de vue initiative, EconoFitness a descendu l'âge d'adhésion pour ses membres. Mon fils, l'année prochaine, va pouvoir venir s'entraîner parce que l'âge est passé de 16 ans à 14 ans. Une autre solution que je pourrais amener, les gyms devraient permettre aux entraîneurs de venir entraîner un client du gym, tout en leur chargeant peut-être 15 ou 20 $ pour leur entrée. Donc, le reste, il pourrait, exemple, si un entraîneur charge 60 $, il se fait minimum 40-45 $ la visite. Ça veut dire qu'il peut venir peut-être 10 fois par semaine. Ça fait 10 fois 15 pour le gym. Seulement l'entrée de l'entraîneur. Comment l'industrie peut-elle mieux intégrer les nouvelles technologies pour améliorer l'expérience des clients? Je pense que tous les gyms devraient avoir un certain budget pour acheter les machines. Exemple, il y a un gym que je payais 54 $ par mois, mais il y avait un manque de machines flagrant. C'est impossible. À EconoFitness, je payais 26 $, puis ce gym-là, je payais 54 $, mais il y a beaucoup de machines d'EconoFitness qui étaient plus upgrade que celui que je payais 54 $. C'est pas normal. Donc, il faut avoir ce que je pourrais dire une uniformité point de vue machine. Quelle formation ou certification devrait être renforcée pour les entraîneurs afin d'assurer un meilleur encadrement? Tous les entraîneurs devraient avoir une base. Ce qui est la base, c'est pas musculation 1, 2, 3 ou 4. Non. Ou entraînement. Non. Au départ, tous les entraîneurs doivent avoir la certification d'entraînement fonctionnel. Ce qui veut dire l'entraînement des sportifs. Non, c'est pas seulement les sportifs qui le pratiquent, c'est l'entraînement de monsieur et madame tout le monde. Les mouvements du corps qui vont permettre la remise en forme ou la mise en forme après ça pour arriver au conditionnement physique. Comment les partenariats avec des entreprises locales ou des organismes communautaires pourraient-ils enrichir l'offre des services en fitness? Il faudrait que des gros gyms comme le YMCA, j'ai déjà fait un summit au YMCA, je pense en 2015. Dans ce summit-là, j'ai fait 2 classes. Chaque classe, il y avait au-dessus de 60 personnes. Mais il faudrait en faire au moins une fois par mois, puis à plusieurs gyms. Quel rôle peuvent jouer les campagnes de sensibilisation pour promouvoir les bienfaits de l'activité physique auprès de la population? Écoute, je comprends que c'est nécessaire de sensibiliser les gens à un sujet, mais si les gens n'ont pas la motivation, eux-mêmes, si ça ne vient pas d'eux-mêmes, oui, tu peux garder quelqu'un motivé, mais il faut que la motivation vienne de la personne. Comment améliorer la fidélisation des membres dans les clubs de fitness? Comment améliorer la fidélisation? Exemple, baisser le prix des cartes de membres, baisser le prix des entraînements. Exemple, il y a un gym que j'ai été inscrit, chargeait 54 $ par mois.
Leur entraînement privé, un entraînement, 75 $. 10 entraînements, un package de 10, 65 $ chaque entraînement. Donc, ça coûtait 650 $ pour 10 entraînements. Il faut baisser les prix. Même EconoFitness, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était 4,99 aux 2 semaines. Maintenant, c'est rendu 26 $ par mois. Il faut trouver un moyen de refaire chuter les prix comme il y a 5-6 ans. Quel type d'événements ou d'activités communautaires pourrait encourager plus de gens à s'engager dans le fitness? Des événements qui se passent, qui se dérouleront dans des écoles comme cégep, université, école primaire pour créer un intérêt. Parce qu'il faut commencer à régler le problème à un jeune âge pour pouvoir avoir des solutions dans le futur.